Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al24 News. Il est 19h au sommaire de l'édition principale de ce mercredi 15 mai. Gaza pleure ses martyrs au 222e jour du génocide sioniste. Un bilan global qui enfle au fil des jours et des massacres. 35 233 martyrs sont à déplorer depuis l'opération Déluge al-Aqsa, 60 durant les dernières 24 heures. « 15 mai 1948, 15 mai 2024, 76 ans jour pour jour depuis la Nekba, une date à marquer d'une pierre noire pour les Palestiniens, tant elle symbolise la mise en marche du projet sioniste, criminel et usurpateur. En Slovaquie, le Premier ministre échappe à la mort, admis à l'hôpital après avoir pris une balle dans ce qui s'apparente à une tentative d'assassinat. Et enfin, en Nouvelle-Calédonie, la situation échappe à tout contrôle. Déjà 3 morts au compteur. Le président français Emmanuel Macron décrète l'état d'urgence. Madame, Monsieur, bonsoir. 222e jour de génocide sioniste à Gaza et un bilan toujours en hausse du fait des derniers bombardements et raids opérés par l'armée d'occupation. Le bilan global des victimes a atteint la barre des 35 233 martyrs et 79 141 blessés. Durant les dernières 24 heures, le régime d'apartheid a commis pas moins de 5 massacres pour un bilan de 60 martyrs et 80 blessés. Et au moins 10 Palestiniens déplacés sont tombés en martyrs dans un bombardement de l'occupation sioniste ayant visé une clinique affiliée à l'Office de secours et 2 travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA dans le quartier d'As-Sabra au sud de la ville de Gaza. Et par ailleurs, 5 autres Palestiniens, dont une petite fille, sont tombés en martyrs à la suite d'un tir de missile des forces d'occupation ayant ciblé cette fois-ci une maison dans le camp de réfugiés de Bouraïj, dans le centre de la bande de Gaza. Et les crimes sionistes perpétrés par l'entité sioniste dans le nord de l'enclave palestinienne se poursuivent également. Dans le nord, 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés lorsqu'un avion militaire a bombardé une maison dans la ville de Jabalia. Les victimes ont été transférées à l'hôpital Kamal Adwan. Et dans les quartiers d'Al-Zaytoun, Rimal, dans la ville de Gaza, d'intenses bombardements aériens ainsi que ceux de l'artillerie de l'occupation sioniste ont fait plusieurs blessés. Au sud de la ville de Gaza, de nouveaux bombardements d'artillerie sur le quartier d'El Moussalba et aux environs de la rue 8 dans le quartier d'Al-Zaytoun ont fait 7 blessés qui sont arrivés à l'hôpital Al-Mahmadani. Et la résistance palestinienne a de son côté riposté aux attaques sionistes à Jabalia. Une vidéo publiée par les brigades Al-Qassam fait part des dernières opérations menées sur le terrain par les éléments de la branche armée du mouvement Hamas. اضرب
Je vous en parlais en titre, les Palestiniens commémorent en ce mercredi 15 mai le 76e anniversaire de la Nakba, un souvenir douloureux d'une histoire que l'entité sioniste tente de réviser au profit d'un projet sioniste macabre et criminel, d'une terre qu'elle veut s'approprier et d'un peuple qu'elle veut faire disparaître à tout prix. Tinhin Makassi. C'est dans un contexte marqué par le génocide que subit actuellement la bande de Gaza que le peuple palestinien commémore le 76e anniversaire de la Nakba. Un triste anniversaire qui unit l'ensemble des Palestiniens autour de leurs revendications centrales. Notamment la question des réfugiés, le droit au retour et l'édification d'un État palestinien en terre palestinienne. Des revendications sur lesquelles l'ONU a tranché en faveur de la Palestine. D'abord, avec la résolution de 1948, dont l'article 11 consacre aux Palestiniens le droit du retour. Et puis récemment, l'Assemblée générale de l'ONU a exhorté le Conseil de sécurité à examiner favorablement la demande de la Palestine pour une adhésion à part entière à l'organisation. Cela dit, quand il est question de la Palestine, l'ONU passe très vite de l'ambiguïté à l'impuissance, puisque le 14 mai 1948, elle célèbre la naissance de l'entité sioniste, et le lendemain s'indigne du massacre de plus de 15 000 Palestiniens et du déplacement forcé de 800 000 autres. Pour assouvir ses visées expansionnistes depuis ce triste 15 mai 1948, l'entité sioniste s'appuie sur les mêmes méthodes coloniales, en bafouant sans vergogne le droit international. Et pour preuve, le plan d'Alé qui se poursuit encore aujourd'hui par une colonie de peuplement et d'apartheid. Des méthodes méthodiquement mises en place depuis le 7 octobre et l'offensive génocidaire sur Gaza. Cela dit, en dépit de l'acharnement sioniste à vouloir effacer toute existence palestinienne et arabe en terre palestinienne. Le peuple de Palestine, lui, a fait de la résilience sa résistance. 76 ans d'épuration ethnique d'apatrides n'ont pas réussi à annihiler la volonté d'un peuple dont la mémoire collective est marquée par la promesse du retour sur ces terres. Le souvenir de la Nakba n'a jamais été aussi palpable que durant ces 8 mois de génocide à Gaza. Les Gazaouis font aujourd'hui le parallèle entre le projet sioniste d'hier et celui d'aujourd'hui. Si les dates et les années changent, les crimes du régime colonial demeurent les mêmes. Leïla Hamouda. Ce jour de la catastrophe résonne toujours. 4 générations ont vécu de 1948 jusqu'à maintenant. Un exil forcé et une déchirure avec le sentiment aujourd'hui pour les Palestiniens que l'histoire se répète à travers le génocide sioniste à Gaza. C'est les mêmes circonstances, le même peuple et la même terre sous occupation. Hier, c'était les milices juives de Haganah, aujourd'hui leurs descendants. Une armée de destruction sioniste qui est en train de tenter de faire disparaître un peuple à Gaza. 1,5 million de déplacés du nord de Gaza ont été chassés à maintes reprises. La dernière station était le sud de l'enclave. Maintenant, l'occupant est en train de les chasser à nouveau de Rafah. Ils sont entassés dans une autre prison à ciel ouvert, surpeuplée. Mais pour aller où après ? Il n'y a pas de catastrophe pire que celle-ci. Je suis ici depuis environ 80 ans et je n'ai pas vu de catastrophe comme celle-ci. Nos maisons ont disparu, nos enfants ont disparu, nos biens ont disparu, notre or a disparu, nos revenus ont disparu. Il ne reste plus rien pour que nous puissions pleurer. Chaque jour est une catastrophe. La catastrophe de la faim, la catastrophe de la maladie. Chaque jour, nous nous déplaçons d'un endroit à l'autre. Les enfants sont fatigués. Ne parlons pas des personnes à capacité réduite. Je ne sais pas quoi dire. Dieu nous suffit. Il est le meilleur pour nous rendre justice devant tous ceux qui marchent avec Israël. Les crimes de 1948 se répètent et la souffrance demeure encore aujourd'hui la même que celle d'hier. Ces 8 mois de massacres sionistes sont considérés comme la chose la plus dure que les Palestiniens n'aient jamais connue. Nous n'avons jamais vécu une année aussi difficile que celle-ci. Il ne reste plus de maisons, de voisins, d'ânes ou d'êtres humains. Et pourquoi les gens vivent-ils ? Tout ce qui vous appartient est parti. Vos enfants sont partis. Entre 1948 et 2024, il y a eu des épreuves et des difficultés dans nos vies. Cela nous a fait mal de nous en souvenir, mais la souffrance et la douleur nous rappellent ces souvenirs.
Cet ennemi ne nous a pas laissés tranquilles depuis 1948. Même en 2024, il continue à agresser pour obtenir des terres vidées de leurs habitants, de leurs arbres, de leurs bâtiments, de leurs maisons, sans aucune vie, afin qu'ils puissent s'y installer et profiter de ses bienfaits. Toujours piégés dans l'enclave, les habitants de Raza ont le sentiment de vivre une Nakba de l'intérieur. Une errance qui dure depuis des mois au gré des frappes sionistes ayant fait jusque-là plus de 35 000 martyrs. Et la commémoration de ce 76e anniversaire de la Nakba a eu lieu en Cisjordanie également, et plus précisément à Ramallah, où des milliers de Palestiniens ont marché dans les rues de la ville palestinienne pour marquer cette date inoubliable dans l'histoire de la Palestine. L'Irlande fait un pas de plus vers la reconnaissance de l'État de Palestine. Le pays va certainement reconnaître l'État de Palestine avant la fin du mois de mai, a déclaré ce mercredi le chef de la diplomatie irlandaise, Michael Martin, sans indiquer ni préciser une date. Nous reconnaîtrons l'État de Palestine avant la fin du mois, a-t-il affirmé. Rappelons qu'en mars dernier, les dirigeants de l'Espagne, de l'Irlande, de la Slovénie ainsi que de Malte avaient déclaré dans un communiqué commun être prêts à reconnaître l'État palestinien. Which was horrific. Ouvrons à présent le dossier arabe en sa qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, prendra part demain à Manama, capitale du Bahreïn, aux travaux du 33e sommet arabe. Ahmed Attaf prononcera à l'occasion une allocution au nom du président algérien. Selon un communiqué des affaires étrangères algériennes, les travaux du sommet arabe de Manama porteront sur les questions les plus importantes liées à la sécurité de la nation arabe, en tête desquels figure la question palestinienne ainsi que les efforts visant à renforcer et à développer l'action arabe commune dans ses différentes dimensions politiques, économiques, sociales, mais aussi culturelles. Le chef de la diplomatie algérienne, toujours, Ahmed Attaf, qui a été reçu ce mercredi à Masqat par le dirigeant du sultanat d'Oman, Haytham Ben Tariq, à qui il a remis un message écrit du président algérien Abdelmadjid Tebboune, en lui transmettant également ses salutations fraternelles. La rencontre a été l'occasion d'exposer la nature des relations entre l'Algérie et le sultanat d'Oman et le caractère exceptionnel qui les anime, à la fois sur le plan politique, économique, social ainsi que culturel. Relations algéro-françaises à présent, au sommaire de ce 19h également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu hier à Alger le maire de la ville française de Marseille, Benoît Payan. Un communiqué de la présidence de la République algérienne a indiqué que l'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République algérienne Boualem Boualem ainsi que du wali d'Alger, Mohamed Abdelnour Rabhi. Dans le cadre du projet Pro-Agro Jeunes mis en place sous l'égide du ministère de l'Agriculture algérien, une autre étape a été franchie avec l'inauguration cette semaine du Centre de ressources écologiques verts à l'Institut technologique spécialisé en formation production animale dans la wilaya de Guelma, à l'est du pays. Cet événement marque une avancée significative dans la promotion de la pratique agricole durable et dans le renforcement des compétences des jeunes dans le domaine de l'agriculture.
Le Fonds international pour le développement agricole développe un projet en Algérie, mais aussi dans 8 autres pays africains. C'est un projet régional dans 9 pays africains, dont l'Algérie, qui vise essentiellement la création d'emplois salariés, c'est-à-dire dans les entreprises, notamment du secteur agricole et agroalimentaire, mais aussi tout ce qui est entrepreneuriat, toujours dans le domaine de l'agriculture, de l'aquaculture aussi, et de la pêche et de l'agroalimentaire. Et le soutien à la stabilité en Libye et à une solution politique inclusive pour sortir le pays de l'impasse est la seule et unique voie pour garantir la justice et la souveraineté de la loi. Ce sont là les conclusions de l'Algérie lors de la réunion qu'a consacrée le Conseil de sécurité au dossier libyen qui revient au devant de la scène depuis que l'envoyé spécial Abdoulaye Bathily a fini par jeter l'éponge. L'Algérie condamne tous les crimes commis, quel qu'en soit l'auteur et quelle qu'en soit la victime. La mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies hausse le ton à New York contre les pratiques de la Cour pénale internationale lors d'une séance du Conseil de sécurité consacrée à la Libye. Nous réitérons le principe de lutte contre l'impunité. Il s'agit là d'un pilier sur lequel nous nous basons en Algérie et doit être la boussole de la communauté internationale et de la CPI s'agissant de tous les crimes commis dans le monde. Cela signifie-t-il qu'après toutes ces années, après toutes ces enquêtes, après toutes ces visites sur le terrain de votre équipe, avec toutes les preuves recueillies, d'après vos rapports, est-ce que cela signifie que nous ne verrons aucun résultat concret à la hauteur des crimes avant la fin de l'année prochaine? Les Libyens sont-ils maintenant contraints d'attendre? Nous nous attendions à des résultats concrets alors que une si longue période s'est écoulée. Nous pensions que des résultats avaient été dégagés à un rythme sans précédent dans d'autres pays. Pourquoi les progrès sont-ils si lents avec la Libye? Au lendemain des déclarations de l'ancien envoyé spécial onusien chargé du dossier libyen Abdoulaye Bathily sur les nombreuses entraves au processus politique découlant des ambitions personnelles de plusieurs parties prenantes en Libye, Alger fustige au Conseil de sécurité les parties étrangères qui alimentent la crise en organisant la circulation des armes au pays. Le pays voisin et frère, la Libye, et depuis plus de 13 ans, vit une instabilité qui a fatigué le peuple libyen et affaibli les institutions de l'État libyen, qu'elles soient centrales ou locales. Ce qui se déroule en Libye est une responsabilité commune. Oui, une responsabilité commune entre les membres de la communauté internationale, notamment les membres qui ont béni et participent toujours au conflit d'intérêts et d'influence sur le territoire libyen. Favorable à un retour rapide sur la voie du processus démocratique à travers l'organisation dès que possible d'élections, l'Algérie réaffirme que le soutien à la stabilité dans ce pays à une solution politique inclusive pour sortir de l'impasse est la seule et unique voie pour garantir la justice et la souveraineté de la loi. Actualité continentale, toujours, l'Afrique du Sud fait un pas de plus dans l'amélioration de la prise en charge des soins publics. Le secteur de la santé se dote d'une loi instaurant une couverture santé universelle, un texte qui est resté en suspens pendant 12 ans. Je vous propose de suivre ce sujet signé Imen Merat. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promulgué ce mercredi une loi visant à assurer une couverture sanitaire universelle. Cette loi aspire à long terme la limitation graduelle du rôle de l'assurance privée qui permettra de ce fait la création d'un nouveau fonds public pour fournir un accès gratuit aux citoyens sud-africains et fixer les honoraires et les prix que les médecins privés et les prestataires des soins de santé peuvent facturer pour les prestations financées par National Institute of Health. Vous ne pouvez pas avoir un système de santé privé dynamique et qui fonctionne bien et vous avez un système de santé publique qui s'effondre sous la pression. Vous savez qu'aucun pays au monde ne peut faire face à ce genre de dichotomie ou à ce genre d'inégalité.
Les acteurs de la santé locaux soutiennent l'objectif d'une couverture maladie universelle et y voient une avancée significative. Ils continuent à agresser pour obtenir des terres vidées de leurs habitants, de leurs arbres, de leurs bâtiments, de leurs maisons, sans aucune vie, afin qu'ils puissent s'y installer et profiter de ces bienfaits. Un projet présenté comme un véritable changement générationnel visant à inverser les inégalités persistantes datant de l'époque de l'apartheid qui ne semblent cependant pas enchanter l'opposition. Raison invoquée, son poids sur les finances publiques, la limite du choix pour les patients qui, selon eux, portera atteinte à la qualité des soins et encouragera les médecins talentueux à viser des expériences à l'étranger. Et je vous en parlais également en titre, le Premier ministre slovaque Robert Fico a été blessé par balle et hospitalisé après une réunion de cabinet à Andlova, dans le centre du pays. L'annonce a été faite par la presse locale sans donner plus de détails sur les circonstances de cette attaque. Un journal local a tout de même affirmé que le tireur présumé avait été appréhendé par la police. La présidente slovaque Zuzana Čaputová a condamné l'attaque qualifiée de brutale et irresponsable à l'arme à feu contre le Premier ministre. Conflit en Ukraine après une activité intensive au Moyen-Orient. La diplomatie américaine remet le curseur sur l'Ukraine. En déplacement à Kiev, le secrétaire d'État américain Antony Blinken est en visite dans la capitale ukrainienne où il a annoncé le déblocage d'une aide supplémentaire de 2 milliards de dollars, entre autres. Safwan Ben Sabri. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé mercredi que le gouvernement américain fournirait une aide de 2 milliards de dollars supplémentaires à l'Ukraine. Blinken a déclaré lors d'une conférence de presse après sa rencontre avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba à Kiev que les États-Unis œuvraient pour permettre à l'Ukraine de gagner sur le champ de bataille. Nous fournirons 2 milliards de dollars supplémentaires en financement militaire étranger à l'Ukraine. Et nous avons rassemblé tout cela dans un fonds d'entreprise de défense, le premier en son genre, et il comporte 3 volets. Le premier consiste à fournir des armes aujourd'hui. Deuxièmement, il faut se concentrer également sur ce dont Kuleba vient de parler, investir dans la base industrielle de défense de l'Ukraine et enfin utiliser ce fonds pour aider l'Ukraine à acheter du matériel militaire et d'autres pays, et pas seulement aux États-Unis, pour son usage. Il est cependant à noter qu'une majeure partie de l'aide débloquée pour l'Ukraine par le Congrès américain, 61 milliards de dollars, a été allouée à des commandes passées auprès d'entreprises d'armement américaines. Antony Blinken a rappelé que l'aide américaine débloquée par le législatif était en cours d'acheminement, permettant à Kiev de garder la tête hors de l'eau. Le secrétaire d'État américain a également noté que les États-Unis et l'Ukraine continueront de travailler sur un accord sécuritaire qui, selon lui, pourrait être finalisé très prochainement. Et avant de refermer ce journal, direction la Nouvelle-Calédonie où le drame se poursuit avec une deuxième nuit d'émeutes, un bilan provisoire de 3 morts et plusieurs blessés à signaler. Le président français Emmanuel Macron a décidé de décréter aujourd'hui l'état d'urgence. Souila Kilal. Voici le résultat du scrutin. Votant 507, exprimé 504, majorité 253, pour 351, contre 153. L'Assemblée nationale a adopté. Après le Sénat, c'est donc l'Assemblée nationale française qui a adopté à son tour la révision constitutionnelle réformant le corps électoral du scrutin provincial de Nouvelle-Calédonie. Ce projet de loi élargit le corps électoral propre au scrutin provincial et permettra d'intégrer environ 25 000 électeurs aux listes électorales. Un élargissement vivement contesté par les indépendantistes qui accusent l'État français de vouloir passer en force pour minoriser encore plus le peuple autochtone kanak qui représenterait plus de 40% de la population de l'archipel. Un mécontentement qui a donné lieu depuis lundi à de violentes émeutes, les plus graves depuis les années 80, suscitant l'inquiétude des habitants. C'est dit ce matin à 6h30, il faut aller sortir tous les locataires pour essayer d'aller rencontrer les jeunes qui sont là-haut, puis leur dire ça suffit, parce que c'est les locataires qui sont pris en otage. Donc il y en a qui ont compris et puis ils ont commencé à partir un par un d'eux-mêmes. Et puis nous on a investi les lieux à partir de 8h ce matin. Le dernier bilan fait état de 3 morts et de centaines de blessés, dont un gendarme dans un état grave.
Malgré le couvre-feu instauré à Nouméa pour la nuit de mardi à mercredi, les graves violences se sont poursuivies, marquées par de nombreux incendies, pillages et échanges de tirs. D'ailleurs, le Haut Commissariat de la République française a annoncé plus de 130 interpellations. Vu la gravité de la situation, le président français Emmanuel Macron a convoqué ce mercredi un conseil de défense et de sécurité nationale, suite à quoi l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie a été déclaré. Un décret pour instaurer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, de sorte que nous puissions rétablir l'ordre dans les plus brefs délais et d'autres renforts de forces de sécurité intérieure arriveront en Nouvelle-Calédonie dans les heures qui viennent. Du côté de l'archipel, les principaux partis indépendantistes et non indépendantistes ont appelé la population au calme et à la raison après 2 nuits de violentes émeutes. Allez, c'est la fin de ce 19h. Ne manquez pas l'échiquier international présenté comme chaque soir par Leïla Guertal. Excellente suite des programmes sur Al24 News.